God save the king! Yüksek sesle konuş! Oh my God! Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Francis Lalanne. Bonjour Francis, bienvenue sur TVADP. Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Dieudonné. Bonjour Eric, bonjour à tous nos auditeurs. Un grand plaisir de te recevoir pour la première fois sur TVADP. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Christian Cotten. Bonjour Christian, bienvenue. Alors, on va parler politique, puisque vous avez décidé de vous présenter aux élections européennes. Alors c'est vrai que ce pays est dans un tel état de pourriture que si la société civile n'intervient pas, ne reprend pas le contrôle de sa destinée, on a toutes les raisons d'être inquiet. Alors, qu'est-ce qui vous a... Pardon ? Francis, tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends très bien. Diodo, tu m'entends ? Ouais, moi aussi, je t'entends. Christian, tu m'entends ? Donc c'est toi qui as un problème. On te laisse régler ton petit souci, Christian. En plus, on t'entend. Je n'entends pas. Hein, Déconnecte-toi et reconnecte-toi. Christian, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Eh ouais, non mais... Mais il t'entend pas, donc il faut le laisser un petit peu trouver le chemin par lui-même, le petit pousset. Attends. Nous, on t'entend. Voilà, il a compris. Le langage des signes. Alors Francis... Quand j'étais au conservatoire, mon prof d'art dramatique nous faisait faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, on avait une scène, et au lieu de dire le texte, on devait dire le texte, mais se faire comprendre avec les gestes. C'était la mission. Et j'étais super fort à ce jeu. Là. Bon, ben alors justement, tu vas pouvoir nous expliquer ce qui a provoqué l'envie pour toi et pour Diodo de vous relancer dans la bataille. Francis, tu es actif, très actif, on va dire, depuis le début de la fausse pandémie. On t'a vu partout sur les places publiques en France exprimer ton point de vue et tu l'exprimes avec force. Ta démarche aujourd'hui est en fait dans la continuité de ce que tu fais depuis 3 ans. Mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic ? Tu nous entends, Christian ? Je vous entends très bien. Il y a eu un bug technique. Ouais, voilà. Bon, Francis, je te donne la parole. Écoute, d'abord, le sentiment, on s'était un petit peu juré avec Diodo
qu'on ne retournerait plus dans cette bagarre-là. Parce que c'est vrai que quand je ne suis que artiste et quand je n'agis pas en tant que citoyen, je me sens plus écouté finalement par les gens à qui je m'adresse que lorsque tout d'un coup je rentre dans l'arène politique. C'est un petit peu normal parce qu'il y a une méfiance légitime pour ce monde mafieux, quoi, qui est le monde des politiciens. Et à partir du moment où tu rentres dans ce monde, ben, tu vois, pour voir une crevette dans un panier de crabes, il faut vraiment regarder attentivement, tu vois, sinon tu vois que des crabes. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai le sentiment, et Dieudo là aussi, que tout d'un coup, dès qu'on rentre dans l'arène politique, on est moins écouté, qu'avec nos sketchs, nos chansons, notre art, on est plus entendu par les citoyennes et les citoyens. Mais je pense que dans le contexte d'apathie générale qui est celui de notre société, qui est complètement écrasée par le poids de ce qu'on lui fait subir, je pense que l'exemple est une valeur importante et une valeur à défendre pour un artiste. Un artiste, c'est pas simplement quelqu'un qui doit rester dans sa tour d'ivoire et balancer des scuds comme ça artistiques en se mettant à l'abri du combat réel. Je crois qu'un artiste, il a aussi un devoir d'exemple. Il a le devoir de mettre sa notoriété au service des causes qui correspondent à ses valeurs et à ses idées, à ses idéaux. Et je ne pouvais plus rester comme ça sans agir. Tu vois, je pouvais pas reprocher aux gens de ne pas agir et moi-même me contenter de mettre ma révolte dans mon art et de ne pas franchir le pas vers l'action réelle. Et donc, j'ai proposé à Dieudo cette aventure et à Christian parce que on s'est dit que si on pouvait, lui et moi, et ceux qui viendraient avec nous, et celles aussi qui viendraient avec nous, on l'espère, débouler dans cette Assemblée européenne, on va remettre l'église au milieu du village parce que nous, on n'en a rien à foutre. Nous, on n'est pas achetable, on n'est pas corruptible. Nous, notre vie est ailleurs, on gagne notre vie autrement. On ne gagne pas notre vie avec nos partis politiques ou avec les cotisations des gens. On gagne notre vie en faisant des spectacles, en produisant des livres, en écrivant des sketchs, en faisant rire les gens, en les faisant rêver. Nous, on gagne notre vie comme ça. Donc là, on n'est pas en train de faire un business, on est en train de conduire une action politique et de mettre notre notoriété au service de la cause citoyenne et on s'est dit que c'était important vu que on est aujourd'hui sous l'emprise d'un régime mafieux qui détruit notre pays, qui détruit l'harmonie sociale, qui détruit notre patrimoine, qui détruit nos valeurs. On ne pouvait pas simplement se contenter de le dire, il fallait aussi agir pour que ça change. Il n'y a pas moyen de conduire une voiture, un véhicule, si tu ne prends pas le volant. Et tant que nous n'aurons pas de mandat, nous ne serons pas considérés comme des citoyens légitimes dans l'exercice de leur devoir, qui est celui de se mêler des affaires de l'État, de se préoccuper des affaires du pays, de s'engager pour que la vie soit meilleure. Ça, c'est le devoir de chaque citoyen. Mais aujourd'hui, on est dans un système où, si tu n'as pas de mandat politique, tu n'as qu'un droit, c'est celui de fermer ta gueule. Et nous, on n'est pas du genre à fermer notre gueule, mais on voudrait qu'au moment où on ouvre notre gueule, ça puisse aussi agir dans le concret, c'est-à-dire qu'on puisse aujourd'hui être suffisamment légitime pour pouvoir modifier les structures de l'État par notre action politique, parce qu'à partir du moment où on aura un mandat, notre action sera légitime. Et ils ne pourront pas faire autrement que de nous écouter et que d'agir et de suivre nos injonctions. Et donc, si on a des élus, parce que le seul objectif que nous poursuivons, c'est d'avoir des élus, on pourra, autour de ces élus, qui seront donc légitimes, faire exister une force qui existe aujourd'hui à l'état embryonnaire dans tout notre pays, une force citoyenne, citoyenniste, qui sera capable de créer, de constituer une masse critique intelligente et active, capable d'être opposable à la mafia politicienne et de fournir au peuple français une offre nouvelle en termes politiques qui n'existe pas aujourd'hui dans le concert politique français, c'est la démocratie. Donc voilà pourquoi on s'est lancé dans cette aventure, parce que c'est une élection à la proportionnelle, à un tour, donc il n'y a pas possibilité de magouille au deuxième tour, et si on rassemble un certain nombre de voix,
on aura le moyen d'avoir 4, 5, 6, 7 élus. Et avec ce petit groupe d'élus, on va pouvoir constituer cette force citoyenne opposable à la mafia politicienne et capable demain, dans les élections qui nous importent vraiment, c'est-à-dire les élections municipales, régionales, cantonales, de fournir une offre qui s'appelle la démocratie, une offre nouvelle dans le concert politique français et qui, pour toutes les Françaises et les Français que nous côtoyons, est importante. Et aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de faction, il n'y a pas de groupement citoyen qui a la possibilité que cette offre soit entendue. Donc, nous, on se bat pour ça. Voilà, on se bat pour ça parce qu'il y a moyen de réussir cette fois. Et il y a urgence aussi parce qu'on a des psychopathes au gouvernement qui peuvent entraîner notre pays dans la guerre, qui veulent fédéraliser l'Europe pour que la France soit définitivement détruite, qui ont commencé à la détruire, etc. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Je pense que si on attend trop longtemps, soit il sera trop tard, soit il n'y aura plus qu'une seule voie, c'est la voie insurrectionnelle qu'on voudrait éviter. Voilà pourquoi on s'est engagé dans cette aventure, dans ce combat, pourquoi Dieudonné m'a fait l'honneur et l'amitié, la fraternité de me rejoindre, parce que je sais qu'il en parlera lui-même. Pendant très longtemps, il a été plutôt dans le camp des abstentionnistes, mais aujourd'hui, on sait très très bien, et il en parlera mieux que moi, que sans eux, on ne pourra pas y arriver. On est dans une situation de blocage institutionnel, c'est-à-dire que la puissance publique s'est emparée du bien public. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'État fait sur nos institutions par une bande de voyous, de gangsters, de mafieux. Et aujourd'hui, il faut que les citoyens puissent se donner les moyens institutionnels de pouvoir lutter contre eux, puisqu'ils se sont emparés de nos institutions, et que tant qu'on n'aura pas un pied dans cette citadelle, tant qu'on n'aura pas mis en place ce cheval de Troie, on sera toujours considérés comme des gens qui n'ont pas droit au chapitre, qui n'ont pas droit à la parole. Et je ne parle pas pour moi, Francis Lalanne, je parle pour toutes les citoyennes et tous les citoyens qui nous ont déjà rejoints. Alors Dieudonné, toi tu as déjà une expérience électorale, puisque je me souviens que tu avais constitué avec Christian et d'autres une liste anti-sioniste. Par contre, je ne me souviens pas de quelle échéance électorale c'était. C'était à quelle occasion, Christian? 2009. Et c'était quelle élection? Européenne. Européenne aussi. Au moment de la répétition de l'opération Covid des années 2020, c'est-à-dire au moment de la grippe H1N1, avec une certaine Roselyne Bachelot que nous avions taclée à l'époque de manière humoristique d'ailleurs, sur le mode de la fessée pédagogique que j'affectionne particulièrement. Et à l'époque, si les souvenirs des uns des autres sont bons, Roselyne Bachelot n'avait pas réussi à monter son opération vaccination contre la grippe H1N1 et elle avait à la fin vacciné à peine 20% de la population alors qu'elle avait acheté pour 80% de la population en vaccin. Et je rebondis là-dessus parce que je ne peux pas m'en empêcher. Lorsque j'ai vu arriver l'opération Covid début 2020, fin 2019, début 2020, je me suis dit, ils vont se planter. On va les planter. On a planté Roselyne Bachelot en 2009, effectivement, avec Dieudonné qui m'avait offert une tribune un jour de conférence de presse sur le sujet, plus d'autres interventions avec des amis, des médecins, des journalistes comme Sylvie Simon, Marc Vercouter comme médecin. Nous avons à l'époque planté Roselyne Bachelot. Et donc, quand j'ai vu arriver l'opération Covid, je me suis dit, bon, ça va être beaucoup plus difficile cette fois-ci parce qu'ils ont mis 100 fois plus de moyens dans l'opération, mais la structure est exactement la même. On commence par faire peur avec des virus bidons, parce qu'à la fin, ce sont des virus bidons. On commence par faire peur, et puis après, on arrive en sauveur avec la potion magique qui est en réalité un poison, et on part dans un scénario génocidaire qui est relativement banal, parce que la thématique de la réduction des populations, elle est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. On a une partie des élites mafieuses, Francis parle de mafia et je ne peux que le rejoindre là-dessus. Moi, je parle souvent en termes juridiques de bandes criminelles organisées, en l'occurrence pour la France,
au service de puissances étrangères, ce qui est encore un peu plus lourdingue si on regarde un code pénal. On est face à des bandes criminelles organisées qui ont, entre autres, pour but, effectivement, de réduire les populations de la planète, parce que c'est très rationnel de vouloir réduire la population de la planète. La pauvre planète a du mal à supporter 7 milliards d'êtres humains, ce qui est complètement pathologique, complètement délirant comme discours. Je crois qu'il faut aller regarder les discours transhumanistes, les discours eugénistes, les discours malthusiens, et on va tomber sur les horreurs du XXe siècle. Juste un mot sur le passé. Éric, on n'est pas dans le passé. Hein. Il s'est passé plein de choses dans la vie de nous tous. Et nous ne sommes pas, on n'est pas. Absolument. Mais je veux dire, je suis pas d'accord, si tu veux, avec le fait que tu aies parlé de liste antisioniste. En fait, c'était pas une liste antisioniste. Il y avait des objections qui étaient faites par rapport à la politique d'Israël à l'époque, mais il faut arrêter ces étiquettes-là, parce que moi, j'en ai marre aussi par rapport à Dieudo, qu'on balance à chaque fois cette étiquette-là, parce que ça n'a rien à voir avec Dieudo. Je le connais bien maintenant. On a fait tout un chemin ensemble par rapport au pardon et par rapport à tout ça. Et maintenant, il faut qu'on arrête avec ça, parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'à chaque fois qu'on avance un pas, il y a toujours quelqu'un pour nous accrocher un boulet. Donc, même moi, il y a 5 ans, j'étais sur une autre liste aux européennes. Celle-ci n'a rien à voir avec celle d'il y a 5 ans. Ce que Dieudo a fait il y a 5 ans, c'était il y a 5 ans. Dieudo, il a beaucoup bougé, beaucoup évolué. Il a toujours ses idées, j'ai toujours les miennes. Maintenant, on est des frères, on était des adversaires dans le passé. Donc, ça serait bien de ne pas parler du passé, ça serait bien de parler du présent et surtout de l'avenir. Donc, aujourd'hui, on est sur une liste citoyenniste, une liste qui s'oppose au principe mafieux qui est celui de la République, et une liste qui initie une voie pour la démocratie dans un contexte où les gens sont trompés depuis des décennies par des gouvernants qui leur mentent sur leurs institutions et qui aujourd'hui se sont emparés de ces institutions pour les écraser et détruire définitivement notre pays et les faire basculer dans la supranationalité. Donc nous avons besoin aussi d'une vitrine, une vitrine internationale pour dénoncer ce qui est en train de se passer, pour faire entendre la voix du Frexit de la manière la plus forte et la plus internationale possible, et démontrer que cette Europe est une imposture, qu'elle n'a créé que le malheur des gens. Hein. On nous avait promis qu'avec l'Union européenne, on serait plus riche. Maintenant, on n'a jamais été aussi pauvre. On nous avait promis qu'avec l'Union européenne, on n'aurait pas la guerre. Et maintenant, on est dans la guerre mondiale, à 2 doigts de faire exploser des bombes atomiques, parce qu'il y a un psychopathe qui a le droit d'appuyer sur le bouton. Et soi-disant le peuple français qui l'a mis au pouvoir, alors qu'il n'a jamais été élu. Mais il s'est porté au pouvoir par la fraude électorale, et on en a toutes les preuves. Donc, etc., etc. Maintenant, dans nos écoles, il y a des drag queens qui viennent s'emparer de nos enfants de 3 à 4 ans pour soi-disant leur droit à la sexualité, etc., etc. On est dans une tragédie sociale, une tragédie mondiale, et on n'est plus dans le passé depuis longtemps. Donc on laisse le passé où il est et on parle du présent et de l'avenir, s'il te plaît. Oui, Francis. D'accord. Mais sinon, on va perdre du temps encore à mais des trucs, des machins, et patins et couffins. Okay, c'était juste une parenthèse pour essayer de comprendre le parcours de Dieudonné. Tu vois, excuse-moi de t'interrompre, mais le parcours, tu vois, tu as 2 êtres là, tu vois, Dieudo et moi, on s'est déchiré la gueule pendant des années. Je l'ai haï, m'a haï, on s'est détesté, on s'est injurié, parce que l'un et l'autre, on était victimes de la propagande. Donc on va la laisser où elle est, la propagande, parce qu'un jour on s'est rencontrés. Oui, non, mais attends, excuse-moi, je termine. On s'est rencontrés, maintenant on est les 2 meilleurs amis du monde. Moi, demain, s'il faut prendre une balle pour lui, je prendrai une balle pour lui. Et je sais très bien que s'il faut prendre une balle pour moi, il prendra une balle pour moi. Donc, le passé est le passé. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le présent. C'est ça qui est important. Et c'est complètement possible que de deux adversaires comme nous, dans le passé, qui étions de farouches adversaires, aujourd'hui deviennent les meilleurs amis du monde. Et c'est ça le message qu'on veut faire passer aux gens. Laissons le passé où il est. Regardons ce qu'on est capable de faire du présent et de l'avenir. Aujourd'hui, Dieudo, c'est mon frère. Je suis son frère. Nous sommes 2 chrétiens, 2 militants chrétiens. Et nous voulons restaurer les valeurs chrétiennes dans une république décadente, sataniste, où règnent les pédocriminels et les gens qui veulent plonger le monde entier dans le chaos. Et nous voulons agir et pas simplement créer pour que les choses changent. Voilà. Oui, mais la question que je souhaitais poser à Dieudo, c'est que, bon, lui, il a une expérience politique, électorale déjà, qui ne s'est pas traduite par un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire, Dieudo.
Mais la particularité de Dieudonné, c'est que ce n'est pas simplement un humoriste. C'est devenu, comme on dit en italien, una coscienza popolare, une conscience populaire. Et à cause du fait qu'il est une conscience populaire, bien évidemment, il est capable d'entraîner dans son sillage un certain nombre d'individus. Et le duo, le trio que vous constituez, toi, Christian et Dieudonné, peut être une formule gagnante à un moment où les Français sont particulièrement dégoûtés par les politiciens professionnels, à un moment où les Français en ont ras-le-bol de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN et de tout ce qui va avec. Et évidemment, si votre discours entre dans ce cadre-là, vous avez une chance de vous faire entendre. Mais la question que je souhaitais poser à Dieudonné, mon cher Francis, Oui, c'était pas de nous faire un oui, oui, oui. résumé de Oui, ce qui oui, s'est passé, oui. c'était Oui. de savoir, de comprendre comment, qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Est-ce que c'est le fait que Francis est venu te voir en te disant il faut qu'on fasse quelque chose? Tu disais que tu es abstentionniste, tu es un peu dans le même état que moi, tu ne fais plus confiance à la politique et tu ne crois pas que la politique puisse résoudre les problèmes. Alors qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de remonter à cheval? Alors, oui, c'est vrai, vous avez à peu près résumé la situation. J'étais devenu, avec le temps, abstentionniste parce que, comme beaucoup, désabusé par le cirque politique. Je ne croyais plus, je pensais que tout cela, et je pense encore, que tout cela est un jeu truqué, joué d'avance. Il faut beaucoup d'argent pour faire de la politique. Et puis j'ai été, il n'y a pas très longtemps, condamné à 5 ans d'inéligibilité, alors que je n'allais plus voter. Alors, je me trouvais ça un peu étonnant. Et puis, à ce moment-là, Francis, lui, avait cette énergie d'aller de l'avant, de s'engager sur ce terrain, qui pourtant, il le connaît aussi bien que moi, et je crois que il connaît la dimension truquée des choses. Mais bon, c'est une tribune aussi d'expression. Alors pourquoi pas, m'a-t-il dit, y retourner et puis avancer, ne pas renoncer. Alors j'ai bien réfléchi, je lui ai dit, écoute, si on est un certain nombre à partager cette utopie, j'ai vu que Christian Cotten aussi, un vieux camarade de longue date, était dans l'aventure, donc je me suis dit, bon, bah écoute, moi je vais continuer à faire mes spectacles, je suis heureux de voir des artistes se rassembler, parce que on a une sensibilité peut-être un peu différente des autres, on a une façon de parler, Francis est un poète, donc l'idée d'avoir au Parlement européen une personne qui maîtrise la langue française, déjà ça nous changera, et puis ça sera au moins un spectacle plus agréable pour le citoyen que je suis. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas, et puis il y a eu tout un tas d'arrêtés préfectoraux ces derniers temps à la demande, sur instruction donc du ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, j'ai été interdit par tout un tas de préfectures. Et la dernière en date, c'était le week-end dernier à Nîmes. Et là, c'était assez surprenant. C'était à la demande du Rassemblement national. Alors, je me suis dit, c'est incroyable, un parti qui a été montré du doigt, vilipendé pendant des années, des décennies, qui se joue maintenant, le diabolisé qui diabolise avec les mêmes ressorts, c'est-à-dire le chantage à l'antisémitisme et tout ça. Et je me suis dit, il faut pouvoir répondre parce que finalement, lorsque vous avez des arrêtés préfectoraux, ben vous pouvez vous allez devant le tribunal administratif, vous faites suspendre ces arrêtés, mais vous ne pouvez pas répondre à ces clowns qui font de la politique, des gens qui sont absolument pas sérieux. Alors moi, je suis un humoriste, un bouffon, c'est vrai, mais nous sommes aujourd'hui dirigés par des bouffons malhonnêtes, cyniques, qui se pensent plus malins que les autres. Et je crois que c'était intéressant d'aller sur leur terrain, puisqu'ils veulent m'interdire à moi de faire des spectacles et faire rire les Français, d'aller sur leur terrain et puis promettre aux Français un spectacle d'humour, mais professionnel cette fois,
au Parlement européen. Et croyez-moi que vous allez rire, j'ai des personnages, des costumes tout à fait intéressants. Et je crois que, alors évidemment, je pense que l'Europe est une imposture, mais je sais qu'on est nombreux à le penser. J'étais aux Antilles il n'y a pas longtemps, et le peuple de Guadeloupe, de Martinique, croyez-moi bien que les élections, ils les regardent avec un intérêt particulier parce qu'ils se sentent tellement déconnectés, alors géographiquement déjà, de ce continent, mais en plus de ça, vous savez, aux Antilles, il y a les béquets, c'est-à-dire les descendants d'esclavagistes qui possèdent encore toutes les terres. Donc, cette Europe des droits de l'homme, qui finalement pactise avec cet état d'esprit. Je veux dire, les Antillais ont refusé la vaccination. Les Antillais ont refusé de voter Macron au second tour. Ils ont voté massivement pour la raciste Marine Le Pen. C'est comme ça qu'elle a été présentée dans les médias. Les Antillais refusent de se soumettre, si vous voulez, à l'idéologie qui nous est vendue dans les médias. Et je pense qu'ils ont besoin aussi, les Antilles, d'avoir une liste pour laquelle on va parler pour eux. Et puis je pense qu'il y a une bonne partie des métropolitains, des Français de souche, qui se sentent aujourd'hui esclaves d'un système. On est là pour parler, pour leur dire que il y a cette utopie qu'on va essayer de défendre. Évidemment, on est moins puissant, mais l'Empire n'est peut-être n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos, que j'espère très prochain. Et nous sommes là, et je remercie mes deux camarades, Francis, Christian, qui emmènent avec leur utopie une énergie incroyable, parce que c'est beaucoup de travail de monter une liste, de s'intéresser à ces sujets-là. Il faut trouver un compte bancaire. On vous met des bâtons dans les roues à chaque étape. Et aujourd'hui, on est des artisans, c'est sûr, mais quand je suis je découvre un Rassemblement national qu'on nous dit premier parti de France qui veut m'interdire de jouer mes spectacles à Nîmes. Non mais attendez, c'est simplement hallucinant. Je n'ai pas d'autre choix aujourd'hui que de monter à la tribune pour dire que ce sont des imposteurs. Si Jean-Marie Le Pen était là, je pense que sur cette tribune, il ne pourrait pas soutenir cette dynamique. C'est hallucinant. Alors, voilà. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Et d'ailleurs, la guerre est déclarée entre nous et eux. Et nous disons aux électrices et aux électeurs, il ne faut pas envoyer le Rassemblement national représenter la France en Europe, parce que le Rassemblement national a trahi la France. Le Rassemblement national a trahi ses valeurs, a trahi ses idéaux, a trahi ses électeurs, ses électrices. D'ailleurs, la trahison semble être dans la famille qui préside aux destinées de ce parti une sorte de règle générale, puisque la fille a trahi le père, la nièce a trahi la tata. Enfin, la trahison, ils n'ont pas de problème avec la trahison, mais moi j'ai un problème avec la trahison. Et là, en voulant interdire mon frère Dieudonné, en voulant l'empêcher de monter sur scène, là ils ont versé le premier sang, et là maintenant ils ont un problème avec moi personnellement. Et donc moi je leur dis, vous avez voulu interdire mon copain Dieudonné, vous avez voulu l'empêcher de monter sur scène, et ben nous, on va vous interdire d'Assemblée européenne. Et on va expliquer aux Françaises et aux Français pourquoi il ne faut pas qu'ils votent pour vous, ni pour le parti au pouvoir en France, puisque de toute façon, vous travaillez avec lui. Puisque de toute façon, à l'Assemblée nationale, depuis la réélection de l'actuel président frauduleux de la France, vous avez tout fait pour qu'il puisse faire passer ces lois, en vous abstenant quand il fallait vous abstenir, en ne votant pas, en faisant semblant de vous opposer. Vous êtes l'opposition contrôlée, et on va expliquer pendant toute notre campagne aux Françaises et aux Français pourquoi vous êtes des traîtres, et pourquoi il n'est pas bon pour des Françaises et des Français de voter pour des traîtres. Donc voilà, la guerre est déclarée. Vous avez voulu interdire Dieudonné, vous avez voulu l'empêcher de monter sur scène, on va vous empêcher d'entrer à l'Assemblée européenne. Et je précise pour continuer dans cette histoire incroyable, que donc je suis allé devant le tribunal administratif de Nîmes, et nous avons fait condamner la préfecture. Donc en plus de ça, donc la préfecture a été condamnée à me verser 1 200 €. Et voilà, sur l'initiative donc du Rassemblement national, qui finalement s'est rendu coupable là de quelque chose de très grave, c'est-à-dire ma privation non seulement de ma liberté
d'expression, mais de ma liberté de travail. Et ça, c'est avec le chantage à l'antisémitisme. Là, c'est vraiment... Vous savez, je pense qu'une partie des gens du RN se pensent plus malins que les autres. On l'a vu d'ailleurs avec la quenelle à l'Assemblée nationale, où tout d'un coup, on a un député donc, du RN qui s'offusquait que le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, aurait fait une quenelle. Et celui-ci d'ailleurs a bien répondu en refaisant une quenelle devant ces gens, en leur disant c'est vous qui l'avez inventé. Bon, la quenelle, c'est moi qui l'ai inventée. Je vous parle de cette quenelle parce que non seulement ça n'est pas un geste antisémite, ça ne l'a jamais été, c'est un geste d'émancipation d'une population qui se considère comme esclave dans un système injuste. Et donc faire la quenelle, c'est glisser une quenelle, c'est s'émanciper. Et donc, non seulement je continue à faire des quenelles, mais je pense que cette candidature sera une magnifique, très belle quenelle dans le fion du Rassemblement national. Bon. Alors, D'ailleurs, la quenelle sera notre signe. Attends, pardon. Ne parlez pas en même temps. Ça pour la prochaine. Première étape, miel et chantilly. Oui, mais la quenelle sera notre la quenelle sera notre signe de ralliement. Voilà. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bravo, merci. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser et que je pose systématiquement à tous nos invités quand on aborde ce genre de sujet sérieux. Moi, j'ai écrit un livre dans lequel je dénonce le fait que nous ne vivons plus ou nous ne vivons pas dans un état de droit et dans une démocratie. Alors, je te pose la question, on en avait parlé, si tu te souviens, brièvement, Francis, quand tu étais venu au Mégaton. Et effectivement, la discussion est restée, je dirais, en attente. Donc, on la reprend aujourd'hui. Est-ce que, d'après toi, nous sommes une démocratie? Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Non. La réponse est très claire. Alors, et c'est très bien que tu poses la question comme ça. Parce que tu poses les deux questions. D'abord, la question de la démocratie, la réponse est non, puisque la République, c'est le contraire de la démocratie. À partir du moment où tu élis un représentant pour décider à ta place, tu renonces à décider, donc tu renonces à ta souveraineté. Donc, la démocratie étant le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, démos kratos, à partir du moment où tu es le peuple et que tu mandates quelqu'un pour faire et pour décider à ta place, tu renonces à ta souveraineté. Donc, la République, soyons clairs, malgré tout ce qu'on a pu dire aux Françaises et aux Français, est le contraire de la démocratie. Mais là où c'est plus grave, c'est que non seulement nous ne sommes pas, et nous n'avons jamais été en démocratie, c'est d'ailleurs pour ça que nous voulons créer la première démocratie nationale de l'histoire du monde, parce que ne me sortez pas Athènes, hein, c'était juste une cité où en plus il y avait des esclaves, etc., etc. Non, la vraie démocratie, celle que nous voulons, celle qui a été rêvée par les communards de la Commune de Paris, celle-là, elle n'a jamais pu exister en France, et nous voulons que la France soit la première nation du monde à la faire exister en tant que telle. Mais ce qui est plus grave, et je te remercie d'avoir posé la question comme ça, c'est que non seulement nous ne sommes pas une démocratie, mais nous ne sommes plus un état de droit. Parce que qu'est-ce que l'état de droit? L'état de droit, c'est l'état qui fait le droit, et si l'état fait le droit, il respecte le droit qu'il fait. Or là, l'état fait le droit, mais l'État ne respecte pas le droit qu'il fait, puisque toutes les mesures qui sont prises par l'État sont contraires au droit de l'État. Donc, à l'heure actuelle, au nom de l'État, nous avons un gouvernement qui prétend être une démocratie et qui ne l'est pas, qui est une monarchie, et qui en plus ne respecte pas le droit qu'il fait. Donc, on a un État qui est complètement hors la loi. Nous ne sommes plus dans un État de droit, nous sommes dans un État de non-droit. Et lorsqu'on est dans cette situation juridique dans un pays comme la France, depuis l'avènement de la Constitution de 58, on doit se reporter à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui, avec le préambule de la Constitution d'octobre 46, est un des fondements de notre 5e République, de notre Constitution de 58, n'est-ce pas? Et qui dit que lorsque un gouvernement qui ne garantit plus les droits
et dans lequel la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, c'est-à-dire un état de droit qui ne respecte plus le droit qu'il fait et qui en plus confond les pouvoirs, quand on est dans cette situation, eh bien, la nation n'a plus de constitution. Elle n'a point de constitution. Donc, nous sommes à l'heure actuelle dans un pays qui n'a point de constitution et qui donc doit appliquer son droit constitutionnel de résistance à l'oppression. Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les 4 droits de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et le droit de résistance à l'oppression. Nous sommes en tyrannie, nous sommes en oppression, nous avons donc le droit constitutionnel et le devoir citoyen de résister à l'oppression, de nous opposer à cette mafia qui a fait un coup d'État et qui détient la gouverne du régime qui nous opprime en ce moment. Et nous devons faire ce que nous sommes en train de faire, nous citoyens, nous devons accéder aux responsabilités. Si tu me permets, Eric, je vais… Tant pis, j'allais te donner la parole. Ok, merci. Quand tu poses la question, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Alors effectivement, Francis a très bien expliqué en quoi nous ne l'étions pas. Moi, je vais prendre la même question sous un autre angle et je vais parler du viol de Marianne, ce que j'appelle le viol de Marianne. Marianne symbolisant entre guillemets la République. Le viol de Marianne, c'est une date fatidique, très précise, qui est la date du 4 février 2008. Je martèle cette histoire-là de vidéo en vidéo, de texte en texte, de conférence en conférence, parce que c'est vraiment une histoire importante. Le 29 mai 2005, la majorité de la population française, des électeurs français, ont dit non au traité de Rome II, appelé autrement traité établissant une constitution pour l'Europe, rédigé par un certain Valéry Giscard d'Estaing, notamment, tout particulièrement. Les Français ont dit non à ce moment-là, le 29 mai 2005. Et c'était très clair, c'était quasiment 55% de la population, et compte tenu de la fraude sur les chiffres, vraisemblablement, si les médias avaient fait un travail objectif au moment de ce référendum, les chiffres auraient été très certainement largement supérieurs à simplement 55%. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après, 2 ans et demi après, fin 2007, le 13 décembre 2007 très exactement, le nabo, enfin le petit Nicolas est allé sur ses talons à Lisbonne, signer le traité de Lisbonne. Et puis il est revenu à Paris et il a convoqué, ça devait être le 30 janvier je crois, il a convoqué le Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs. Ces messieurs-dames sont entrés par la cour des princes du château de Versailles dans la salle des congrès et sont allés chacun leur tour, enfin 570 d'entre eux contre 187 ou quelque chose comme ça, sont allés violer Marianne au milieu de la salle du palais des congrès. Ça s'appelle un viol en réunion. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que ce jour-là, ils ont changé la Constitution et ils ont décidé que, oui, on allait ratifier le traité de Lisbonne, auquel les Français avaient juste dit non. Ça, c'est le crime majeur des élites politiques depuis 2008, qui fait qu'aujourd'hui, aucun acte de l'État, je laisse la justice à part, aucun acte du pouvoir exécutif, du gouvernement, aucun acte du Parlement, au regard des fondements de notre Constitution, aucun de ces actes n'est légal. Je suis convoqué à la gendarmerie il y a dans 15 jours pour répondre d'une vidéo dont on me dit qu'elle serait illégale parce que dans cette vidéo, je fais appel à l'armée et je fais appel à la responsabilité des militaires. Quand Francis dit un des droits fondamentaux, c'est le droit de résistance à l'oppression, je rajoute effectivement, oui, résistance à l'oppression et droit des citoyens d'appeler leur ultime sauvegarde, qui est les forces de l'ordre public face à des criminels. Je m'arrête là pour répondre à ta question, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Nous ne sommes plus dans un état de droit, mais il y a encore du droit et nous pouvons nous servir du droit qui existe. La preuve, pardonne-moi d'intervenir, cher Éric, mais la preuve, c'est que Dieudonné a fait condamner
nous avons fait condamner le préfet de Paris pour une grave atteinte à la liberté d'expression. Dieudonné a fait condamner le préfet donc de la région de Nîmes pour les mêmes raisons. Ils ont été condamnés l'un et l'autre à payer les dépenses. Ça veut dire qu'il y a encore une justice dans notre pays. Ça veut dire que la justice n'est pas encore totalement sous la tutelle de la chancellerie. Et pour compléter ce qu'a dit notre ami Christian, ce qui est encore plus grave dans le viol ce qu'il appelle le viol de Marianne, c'est-à-dire cette façon de faire passer le traité de Rome II qui a été refusé par le peuple français en l'appelant traité de Lisbonne et en changeant 3 paragraphes. Giscard d'Estaing lui-même a dit que c'était de toute façon le même traité et donc son autorité constitutionnelle fait loi. Et simplement, j'ai envie de dire que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en plus le vote du Congrès est un vote qui n'a aucune valeur puisque un tiers de l'Assemblée constituée n'avait pas de mandat pour voter, puisque les sénateurs étaient arrivés au terme de leur mandat, les élections sénatoriales avaient été reportées, et donc ils ont voté alors qu'ils avaient terminé leur mandat, et tu sais très bien qu'on ne peut pas, en termes de droit public, hein, ça fait partie des principes généraux du droit, tu ne peux pas transmettre plus de droits que tu n'en as, c'est comme ça, c'est un principe général du droit. Et donc, ils ont voté la modification de la Constitution alors qu'ils n'avaient pas de mandat pour le faire. Donc, on est dans l'illégalité totale. Donc, non seulement l'Assemblée nationale, en ce moment, les actes de l'Assemblée nationale et les actes de l'exécutif ne sont pas légaux, ils ne sont pas institutionnellement légaux, mais y compris ceux de l'Assemblée européenne et des représentants de la France à l'Assemblée européenne. Donc, on est dans l'illégalité totale, on est donc dans l'oppression absolue, et il est donc, comme je le disais tout à l'heure, de notre droit et de notre devoir de résister à cette oppression. Alors, Diodo, évidemment, je suis curieux de connaître ton avis, l'état de droit et la démocratie. Je pense que toi, tu es, comment dirais-je, un personnage exemplaire dans ce domaine. Tu es celui qui a le plus subi l'état de non-droit, la non-démocratie, les abus. Oui, alors, par respect pour ceux qui m'ont permis d'être là, c'est-à-dire tous ceux qui ont souffert par le passé, je pense évidemment à la colonisation, à l'esclavage et tout ça, je dirais que ma situation est plutôt tranquille, même si ça a été extrêmement mouvementé, tu as raison de le préciser. Les choses ont-elles changé? Je ne sais pas. Je constate que il y a encore une partie du monde qui vit dans la pauvreté, qui est exploitée. Il y a des puissances militaires qui dominent cette planète et il y a des gens très patients. Alors moi, je suis issu de ce peuple de la patience et c'est vrai que la démocratie, tous ces concepts, les droits de l'homme, tout ça, c'est quelque chose de... C'est une utopie qui est en cours de réalisation, on va dire. J'espère que nous allons amener notre pierre à l'édifice de cette construction, mais bien évidemment, il n'y a absolument aucune démocratie. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus méchant, c'est la loi du plus vicieux qui prédomine. Et donc, oui, j'ai subi ce que aucun autre artiste, humoriste en tout cas, n'a subi. Je suis le seul à jouer sous bracelet électronique, donc être un détenu qui joue grâce à une levée d'écrou. Enfin, on est dans une démonstration de force. Je crois que j'ai été l'épouvantail aussi. C'est dire aux autres artistes, si tu fais pas ce qu'on te dit, si tu respectes pas les règles, il va t'arriver ce qui est arrivé à Dieudonné. Mais moi, j'ai envie de leur dire à ces jeunes artistes, ce qui m'est arrivé, c'est la chose la plus exceptionnelle, c'est d'être sur scène dans un espace de liberté. Le dernier espace de liberté qui reste sur cette planète, c'est l'espace scénique. On est libre au point qu'on partage avec les gens qui viennent un moment extraordinaire. Cette liberté, elle existe nulle part ailleurs. En tout cas, moi, je considère aujourd'hui mes concitoyens comme des co-détenus. Et bon, moi j'ai un bracelet, mais vous l'avez tous, ce bracelet, vous êtes tous entièrement sous contrôle par vos portables, vos cartes bleues, vous vivez dans un monde carcéral sans le savoir.
on vous parle de liberté et maintenant on veut vous envoyer en Ukraine, vous battre derrière un homme qui est devenu fou. Alors, nous, on est dans une grande cage aux fous. Les artistes, on est tous un peu cinglés, c'est vrai, mais nous, au moins, on en est conscients. Et puis, on va vous offrir un spectacle. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que mes colistiers, vous les avez entendus, ont des arguments clairs et raisonnables, selon moi, mais alors, je sais que pour tous les gens qui sont abstentionnistes, c'est souvent un peu saoulant d'entendre parler de politique parce qu'ils ont simplement un problème, c'est qu'ils n'ont plus confiance. Alors, comment recréer ce lien de confiance avec des populations qui sont désabusées? Je crois qu'en essayant d'avoir le discours de la vérité, et je crois que c'est ce que nous essayons de dire. Alors, c'est peut-être une utopie que de défendre la vérité dans un monde où le mensonge est roi. Mais bon, on va essayer. En tout cas, on ne peut pas tricher sur scène. Quand on ment, à un moment donné, la sanction est immédiate. Il faut être dans une vérité, en tout cas la vérité d'un texte, la vérité d'un personnage. Et on va essayer d'amener cette logique, cet état d'esprit sur la scène politique. Alors c'est vrai qu'on va être des météorites, quoi. Puisque tous les autres ne font que mentir. Donc, ils vont vous parliez de programme tout à l'heure, ils vont vous promettre. Moi, je n'oserais même pas, en tant que comique, promettre ce qu'ils promettent. C'est-à-dire, vous allez être en bonne santé, tout va aller bien. C'est tellement prendre les gens pour des cons, si vous voulez, qu'on est arrivé à un moment où, je me dis, comment peut-on encore voter Emmanuel Macron ou comment peut-on encore voter Parti Socialiste? Alors là, je peux encore dire que tous les autres partis, de toute façon, tous ceux qui mangent, qui bouffent à la gamelle, qui sont autour de la table, il est évident qu'il faut changer le jeu, il faut changer les personnages. Même dans une série Netflix, si vous voulez, de temps en temps, on change les personnages. C'est pas terrible ce qu'ils font. Alors justement, le fait que Francis et toi, vous soyez retrouvés, vous avez au fond deux routes qui sont parallèles et qui se ressemblent. Toi, Diodo, tu es un humoriste qui dénonce le système. Pendant la crise Covid, les artistes étaient aux abonnés absents, ils le sont toujours, et le seul qui ait eu le courage de s'exprimer, c'est Francis. On l'a beaucoup entendu depuis 3 ans. Alors le fait que vous vous retrouviez aujourd'hui dans un combat commun n'est que dans la logique des choses. Mais Diodo, tu disais que tu as été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Oui. Tu as fait appel ou tu penses qu'il y a une chance que cette mesure politique, parce que c'est un jugement politique, non? C'est un procès politique, oui. C'est un procès politique, oui. Complètement. Et donc j'ai fait appel, donc pour l'instant je ne suis pas visé par cette interdiction. Enfin, l'appel est suspend évidemment. L'appel est suspensif. Oui, et j'ai envie de dire que c'est clairement un procès politique. Et c'est comme quand on veut l'empêcher de monter sur scène, c'est politique. Parce que ce que représente aujourd'hui, finalement, Dieudonné pour tous les Français et toutes les Françaises, c'est finalement, Dieudonné, c'est le seul qui est légitime pour terminer le boulot de Coluche. Parce que, comme Coluche, il a toujours été honnête, il a toujours subi j'allais dire, la violence du pouvoir, parce que justement, il restait près des gens, il ne voulait pas renoncer à ses idées, il les a défendues bec et ongle, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en tout cas, c'était les siennes, et il les a défendues avec courage. Et en fait, si une chose qu'on ne peut pas contester à Dieudonné, c'est son honnêteté. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de voter pour des gens comme lui. Il faut dire aux gens, arrêtez de voter pour des truands. Votez pour des gens comme Dieudonné, comme Christian, comme moi, qui, en se battant à vos côtés et en subissant la violence du pouvoir, vous ont prouvé leur honnêteté pendant toutes ces années. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Et il faut leur dire aussi, quitte à voter pour des clowns,
votez pour des clowns professionnels. Vous aurez un bien meilleur spectacle que le piètre spectacle qui vous est donné en ce moment dans ce théâtre pitoyable qui est celui de la représentation politique. Quitte à voter pour des clowns, votez pour des gens qui vont vous faire rire, qui vont vous faire rêver et qui vont vous respecter au moment où ils montent sur scène. Parce que nous, on est des clowns, mais on est des clowns professionnels. Eux, ce sont des ringards. Ce sont des mecs, dans une audition, dans un casting, pour un spectacle, ils se feraient dégager tellement ils sont nuls. Donc, il faut arrêter de donner la parole aux nuls. Quitte à voter pour des clowns, votez pour des bons clowns, pas pour des mauvais clowns. Nous, on est des bons clowns. Et en plus, on est des gens, on a prouvé pendant toute notre vie qu'on n'était jamais du côté du plus fort, qu'on était toujours du côté du plus faible, sauf que maintenant, on ne peut plus agir. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un système où l'art ne suffit plus pour agir. Donc, nous voulons rentrer dans cette arène politique. Nous voulons être légitimes pour pouvoir porter la parole de ceux qui n'ont pas la parole, porter la parole des méprisés, des oubliés de la République, de ceux qu'on a cantonnés dans un silence obligatoire, qu'on a humiliés. Nous, on est la parole des humiliés, parce que nous aussi, on a été humiliés. On sait ce que c'est que l'humiliation. Et on a gardé la tête haute. Et voilà, et tout à l'heure, Dieudo parlait de ses ancêtres. Eh ben, je pense que ses ancêtres, ils peuvent être fiers de lui. Voilà. Soyons fiers de nous aussi demain, en renversant la table. Absolument. Alors, il n'y a pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'en France, actuellement, il y a une opposition massive contre ce gouvernement. Tous les sondages, même ceux qui sont truqués, ont du mal à faire avaler aux gens que ce gouvernement serait populaire, que le président Macron aurait une cote de popularité qui avoisinerait 28 ou 30%. On est là dans le cadre d'une manipulation de l'opinion publique. Donc, on sait que les conditions sont réunies pour une victoire éventuelle de l'opposition, de toute l'opposition. Le seul problème qu'on a, c'est que cette opposition est morcelée et divisée en deux multiples listes. Et on a eu cette discussion, toi et moi, au téléphone, Francis, si tu te souviens. Je t'ai dit que c'était le combat de la dernière chance. Une occasion unique de réunir, de fédérer toutes les forces qui sont opposées à ce gouvernement, à ce pouvoir, et ces élections pourraient être en fait un contre-référendum contre ce pouvoir européiste. Est-ce que vous l'envisagez comme ça? Alors, d'abord, merci pour cette question, parce que tu as finalement posé la situation telle qu'elle se pose vraiment, je vais dire, politiquement. C'est-à-dire que tout est organisé, là, par les mondialistes, c'est-à-dire par le gouvernement qui gouverne les gouvernants, puisque l'actuel président frauduleux de la France ne travaille pas pour les Français, il travaille pour les mondialistes, les satanistes, ceux qui gouvernent les gouvernants dans le monde. Tout est organisé pour faire croire aux Français et aux Françaises qu'aux prochaines élections, c'est l'opposition qui va l'emporter sur le pouvoir en place. Parce que tout est organisé et on a bien expliqué aux Français et aux Françaises comment ils devaient voter. On leur a expliqué qu'il fallait absolument qu'ils votent pour l'opposition qu'on leur présente comme étant l'opposition et qui est le Rassemblement national qui devrait emporter une 30aine de sièges puisqu'on l'a dit à la télé. Or, le problème, c'est que cette opposition n'est pas une opposition réelle. Cette opposition est une opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les successeurs que les mondialistes, le pouvoir mondialiste a choisi pour succéder au ringard qui, à l'heure actuelle, est en train de perdre les pédales là où on l'a mis pour faire un boulot qu'il fait d'ailleurs assez bien, mais aux yeux des Français, il a tellement perdu sa cote qu'il faut trouver quelqu'un d'autre pour finir ce boulot qui, aux yeux des Français, puisse bénéficier d'un coefficient de sympathie. Donc, ça y est, le personnage est créé, on l'a vendu à la télé, Monsieur Bardella est là, avec son clan des traîtres, et il est censé être l'opposition réelle alors qu'il est l'opposition contrôlée. Eh bien non, l'opposition, comme tu le dis aujourd'hui, elle va être morcelée, parce que l'opposition, la vraie, l'opposition réelle, elle va être composée par des listes comme la nôtre. Des listes qui, sincèrement, portent un projet pour la France et ont du mal à s'entendre et à s'unir. Certaines de ces listes
La plupart sont menés par des citoyens comme Dieudonné et moi, ou Christian, des citoyens indépendants, mais les autres sont également menés par des caciques, par des gourous qui s'adressent finalement à leurs ouailles comme le fait un gourou dans une secte, qui ont des groupies et qui veulent absolument nous imposer le culte de leur personnalité, qui nous expliquent que le salut de la France, c'est eux personnellement, eux personnes physiques, et que si on ne leur donne pas à eux la gouverne, à eux personnes physiques, la France va dans le mur. Non, la personne qui va sauver la France, l'homme qui va sauver la France, la femme qui va sauver la France n'existe pas. Il n'y a que les Français qui peuvent sauver la France. Donc tous les gourous, y compris les gourous de l'opposition, par exemple souverainiste, il faut bien les regarder comme ils sont, c'est-à-dire comme des résidus, hein, des individus résiduels du système que nous contestons, que nous réfutons. L'énarchie, les politiciens professionnels. Dieudonné et moi, on fait pas de la politique pour de l'argent. Dieudonné et moi, on en perd de l'argent quand on fait de la politique. Et on a encore plus de problèmes quand on fait de la politique. Nous, on n'est pas salariés par notre parti. On ne vit pas de la générosité et des cotisations de nos partisans. Nous, on vit de nos chansons, de nos textes, etc. etc. Donc, attention aux gourous. Hein, attention aux gourous qui se présentent comme étant l'opposition, la seule opposition possible pour un pouvoir qui lui-même a organisé sa succession. Et je pense qu'effectivement, l'appel que tu lances, moi je le lance aussi. Je le lance à toutes les listes citoyennes. Essayons de nous regrouper, essayons de nous rassembler, essayons de mettre en commun nos forces pour avoir le maximum de chances. Voilà, je ne peux pas renoncer, et d'ailleurs Dieudonné le sait, Christian le sait, je ne pourrais pas renoncer à mon initiative, et de toute façon, je ne connais qu'une chose, moi, je ne connais que la marche en avant. Mais je lance un appel à tout le monde, y compris d'ailleurs aux gens que j'ai cités comme étant ces gourous résiduels de l'empire républicain que nous confions. Je leur dis, si vous voulez vraiment prouver que vous êtes au service des citoyens, ne vous servez plus des citoyens, mettez-vous à leur service. Voilà. Mais moi, je ne reculerai pas. Hein. Je suis comme Laroche-Jacquelin. Hein. Je ne connais que la marche en avant. Tu connais cette phrase de Laroche-Jacquelin. Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Si je recule, tuez-moi. Donc, je ne reculerai pas, mais je lance un appel à toutes les listes de citoyennes, citoyennistes. Voyons-nous autour d'une table, comme l'ont fait les résistants pendant la guerre pour former le Conseil national de la résistance. Essayons de trouver un accord ensemble pour l'emporter ensemble, pour remporter cette victoire ensemble, au nom du peuple français. Bon, et justement, est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu as établi des contacts déjà avec des collectifs de citoyens, des gens qui sont dans la même démarche que toi? Oui. Et quelle est leur position? Tout est ouvert et en même temps tout est compliqué parce que ce sont des gens qui travaillent quand même depuis longtemps à créer quelque chose. Et donc chacun est attaché à ses protocoles, à ses méthodes, à sa méthodologie, à son fonctionnement. Il nous faudra énormément d'efforts pour nous unir. Il faudra jeter les égos des uns et des autres à la poubelle. Personnellement, moi, l'ego, j'en ai pas parce que tu vois, j'existe trop, moi. Tu vois, quand tu es artiste, tu existes trop. De temps en temps, tu aimerais bien qu'on te regarde pas, tu aimerais bien qu'on te voit pas. Tu vois, moi, j'ai pas de problème pour exister. Tu comprends, j'ai pas de problème d'ego. Maintenant, j'ai des convictions. Je suis un homme de conviction et je suis attaché à mes convictions. Et eux aussi ont leurs convictions. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un langage commun. C'est une aventure, mais en même temps, c'est une aventure magnifique, parce que cette aventure s'appelle la démocratie. La démocratie, la base fondamentale de la démocratie, c'est le désaccord. Le consensus, c'est le début du totalitarisme. Tout ce qui est consensuel est immobile. Il faut être en mouvement permanent. Mais je crois que le mot d'ordre doit être qu'aujourd'hui, nous devons oublier nos divergences de vues pour se dire que plus nous serons nombreux à pousser derrière ceux qui seront devant pour défoncer ce pont-levis, défoncer cette porte, plus nous aurons la possibilité d'avoir des élus et à ce moment-là, de nous répartir dans le cœur des citoyens avec chacun nos méthodes et nos protocoles et notre vision de la France pour pouvoir construire ensemble, mais de manière, j'allais dire, concertée, en mettant en commun nos différences, le projet commun que nous avons pour le bonheur de nos enfants. Voilà. Mais non, c'est pas simple de s'unir. Ça l'a jamais été. C'est beaucoup plus facile de diviser que de s'unir. Mais c'est une aventure qui en vaut la peine, je dirais, toutes les peines. Pour te répondre, Éric, sur ce point-là, par exemple, ce soir, nous avons un dîner à 4 ou 5 avec un groupe qui a déjà… Ouais, dont on ne dit pas le nom pour l'instant. Voilà. Pardon.
On ne dit pas le nom pour l'instant parce qu'on ne veut pas les mettre dans l'embarras, ils ne sont pas Pas le là. moment. etc. C'est pas le moment. Mais pour dire que très concrètement, nous travaillons quotidiennement, jour après jour, dans cette direction pour créer des contacts, parler, synchroniser les cerveaux, se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, jouer des négociations de vieux singes autour d'une table, mais précisément, comme nous sommes suffisamment âgés, ça facilite les choses. Et nous avançons. Je rebondis à l'inverse de cela sur l'idée que tu l'as développée, Francis, dans une autre interview il y a quelques jours ou quelques semaines, que les abstentionnistes votent pour n'importe qui, sauf une liste, deux listes. Tu cites bien sûr le Rassemblement national, bien sûr la liste supportée par celui que je ne nommerai pas, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais dans aucun monde ni dans aucun temps. Ces deux listes-là, on les laisse de côté. Voter pour n'importe qui d'autre, ça n'a pas d'importance. Ça va enlever des sièges à l'opposition contrôlée, ça va enlever des sièges à ceux qui se prétendent une pseudo-majorité. C'est juste ça le message Oui. à ce niveau-là. Et puis d'un autre côté, effectivement, nous travaillons pour réunir le plus grand nombre possible de citoyens autour d'un certain nombre d'objectifs, dont à la fin, on peut le résumer de cette manière-là. Tu as employé l'expression tout à l'heure, Francis, nous allons à Bruxelles pour renverser la table, euthanasier la République française, mettre en liquidation définitive l'Union européenne dans son intégralité. C'est ça, renverser la table. Et puis derrière, nous pourrons travailler à la création de ce que j'appelle, moi, déjà depuis plusieurs années, la première démocratie souveraine de France. Moi, je veux entendre le discours de Dieudo à l'Assemblée européenne quand il va commencer à questionner Madame van der Leyen sur toutes ces magouilles. Parce que là, franchement, je veux être là ce jour-là. Je veux, tu vois, je pourrais mettre toutes mes économies pour être là le jour où Dieudo va faire un discours à l'Assemblée européenne. C'est ça que je veux voir. Je veux voir un grand artiste parler à ces mafieux, à ces escrocs, à ces bandits, avec l'intelligence de l'artiste et pas avec la connerie du politicien. C'est ça que je veux voir, moi, en tant que citoyen français. Alors moi, j'ai suivi en 2018 les élections législatives en Italie, au moment où le mouvement 5 étoiles, qui était mené par un comique, Beppe Grillo. Beppe Grillo, je dois avouer, bon, je ne parle pas parfaitement italien, mais j'arrive quand même à le comprendre. J'ai écouté ses discours et j'ai même assisté au dernier meeting à Rome, à Piazza del Popolo, où j'ai vu la plus grande masse d'êtres humains que j'ai vu de ma vie, avec un charisme, une intelligence, une culture qui était absolument extraordinaire et une façon de mobiliser les foules qui a fait que le mouvement 5 étoiles est arrivé en tête des élections avec 33% des élus. C'était complètement inédit en Europe. Et évidemment, la démarche que vous avez me fait penser un peu à celle du mouvement 5 étoiles, parce que les conditions politiques, sociologiques, économiques sont réunies pour que les Français puissent dire oui, on va renverser la table et on va voter pour des gens qui veulent renverser la table. En clair, Christian vient de le dire, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro et on sort de l'OTAN. Où est-ce que j'ai mal... Non, c'est bien ça. Et merci de parler du mouvement 5 étoiles parce que Beppe Grillo était un humoriste. Absolument. Absolument. C'est possible de renverser la table en suivant le panache blanc d'un humoriste. Voilà, c'est incroyable. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais en fait, les gars qui sont élus députés, ou voilà, avant d'être députés, ils sont charcutiers, boulangers, instituteurs, plombiers, animateurs de télé. Il y en a même qui deviennent
président d'un parti. Il y en a même qui sont élus président au terme d'une série télévisée dans un pays gouverné par des nazis, en Ukraine, etc., etc. Mais c'est marrant, en France, on t'explique que tout le monde finalement peut devenir député, sauf un artiste. Pourquoi? On est plus con que les autres? Non. Moi, je pense que la politique est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour qu'on continue davantage à la confier à des politiciens. Et tu vois, Beppe Grillo, par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui a su, voilà, obtenir la confiance qu'il méritait, parce que c'est un gars qui s'est toujours battu aux côtés du peuple dans la rue, et un jour, il a pu le faire de manière légitime en rentrant dans le système. C'est ce qu'on veut faire, nous aussi, avec Dieudo et Christian. Voilà. Sans oublier le fait qu'une grande majorité de la population politique, du personnel politique, c'est un personnel de fonctionnaires. Un jour ou l'autre, il va falloir très sérieusement se pencher sur ce problème-là. Bon, il y en a tellement des problèmes. Le point que nous, Français, avons en commun avec les Italiens, c'est qu'on a probablement la classe politique la plus corrompue dans le monde occidental. Et tout à l'heure, tu as prononcé un mot qui, personnellement, me parle. Moi, j'ai 70 ans, Francis. Donc, j'ai passé 15 ans dans la politique, avec pour objectif de moraliser la politique. J'ai perdu 15 ans de ma vie. Donc, je n'y crois plus. Mais je continue à rester un idéaliste. Et à penser que il y a un mot qui doit redevenir à la mode dans la politique au sens noble du terme, c'est le mot honnêteté. Parce que si on demandait, en Italie, le mouvement 5 étoiles a marqué un grand coup quand il a dit, écoutez, tous nos candidats doivent présenter un casier judiciaire vierge. Bon, alors, Dieudo, toi, tu pourras pas le faire. 35, c'est environ. Moi non plus. 35 à 40. Mais je suis fier qu'il ne soit pas vierge. Voilà. Mais bon, ils ont marqué un grand coup en disant, voilà, tous nos candidats ont tous un casier judiciaire vierge. À l'Assemblée nationale des députés italiens, il y a un certain nombre d'individus qui sont mis en examen, qui ont été condamnés, qui continuent à siéger et qui continuent à toucher des indemnités. Alors, déjà, les Italiens ne font pas confiance à leur classe politique, mais là, ils avaient effectivement une occasion de lui mettre un énorme coup de pied au cul en votant pour une liste civile. Et moi, c'est ce que j'espère avec vous en France, c'est que les gens prennent conscience qu'à travers vous, ils vont pouvoir faire un bras d'honneur à ce système pourri, à ce système corrompu, à ces criminels, parce que je veux juste faire une parenthèse sur la campagne d'injection du poison vaccinal, qui est un véritable crime contre l'humanité. Je ne sais pas si tu le sais, Francis, mais nous avons reçu sur TVADP les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs, les plus grands médecins qui sont venus nous éclairer, parce que je ne suis pas moi-même un scientifique, mais je me nourris du savoir des autres. Et tous nous ont dit, c'est un crime contre l'humanité, c'est une opération criminelle. Il faut arrêter de voter pour des truands, mais je voudrais donner la parole à Dieudo, parce que, tu vois, je crois que l'histoire du casier, c'est un petit peu cosmétique. Tu vois, moi, je pense que Dieudo, il peut être fier de son casier, parce que son casier, c'est la preuve qu'il s'est battu pour les gens, et qu'il a mouillé le maillot. Tu comprends ce que je veux dire? Dieudo, c'est l'exception, parce qu'on sait très bien que ce casier... Qui confirme la règle. Dieudo, est représentatif de toutes les injustices qu'il a pu subir. Ouais, bah, c'est sûr que mon casier, là, c'est certain, il est exceptionnel. Enfin, mais déjà aussi, candidat sous bracelet électronique, c'est pas mal non plus. Ouais. Et je pense que effectivement, là, on renverse déjà la table en termes de présentation, c'est sûr que. Mais la justice, malheureusement, est devenue un organe politique, quoi. On l'avait vu avec Fillon, un autre. Aujourd'hui, il y a une ingérence
de la magistrature dans le débat politique. Bon, c'est clair que, comme toutes les mafias, d'ailleurs, on se plaignait tout à l'heure du manque de réaction des artistes sur l'obligation vaccinale, sur les gilets jaunes, sur tout un tas de sujets. Mais ils ont peur, ils sont face à une mafia qui tient dans leurs mains bien leur carrière, quoi. Ils sont pétrifiés, quoi. Et on est vraiment des éléments assez rares, quoi. Francis connaît bien aussi Jean-Marie Bigard, avec qui je devais faire un spectacle. Il peut vous dire à quel point ils sont terrorisés dans cet univers. Ils sont pétrifiés, quoi. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte à quel point ce sont des putes de salon pour la plupart, quoi. Mais je les aime beaucoup parce qu'au fond, ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se libérer. Mais je pense que comme beaucoup de Français, ils sont aujourd'hui muselés, ils ont peur, ils sont terrorisés. Alors nous, on montre, parce qu'on est un peu fou. On est un peu fou parce que normalement, on devrait avoir peur. Mais on est fait comme ça, je ne sais pas comment ça s'est produit. On est une liste, là, vous avez 3 personnes de cette liste, ce sont des gens qui n'ont pas peur. Et pourquoi on n'a pas peur? Je ne sais pas, je ne saurais pas trouver d'explication à ça. Parce que moi, à partir du moment où ça ne me fait pas rire, c'est pas mon chemin. Moi, je suis un pèlerin de la farce, donc je vais là où on n'a pas le droit de rire, forcément. Donc je m'aventure sur des. Et là, en politique, on s'aventure tous ensemble sur un terrain qui est interdit normalement. On n'a pas le droit de dire ce qu'on dit, mais on le fait. On est taquins, on est des gangsters de la beauté. On cherche le beau dans un marécage de merde. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Après, je vous dis, c'est tellement impossible de déranger ce pouvoir en place, cette mafia. En Sicile, tout le monde se tait, personne ne parle, tout le monde est terrorisé. Ben, c'est la même chose. On est terrorisé par la mafia qui est là. Tout le monde est parce qu'elle a un droit de vie ou de mort sur vous. Alors bon, bah nous, ils nous ont menacés, hein, beaucoup. Mais bon, que je vous dise, il y a un temps de vie, puis et ce temps de vie, il doit se faire debout. On peut pas ramper devant ces gens-là. Nous n'avons pas peur parce que nous avons appris, sans peut-être même nous en apercevoir, que le roi est toujours nu. Mais nous n'avons pas peur. Ça donne l'absence de peur. Et puis, comme nous n'avons pas peur, à la place, nous pouvons demeurer dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est la grande force que nous avons. Et nous en avons une autre. L'absence de peur, parce que l'apprentissage du fait que le roi est toujours nu, les reines aussi, c'est ce que je disais à Bachelot en 2009-2010, et je ne m'arrêterai pas de répéter cela. Si je peux me permettre, nous avons aussi une force supplémentaire, en tout cas Dieudo et moi, nous l'avons, qui nous enlève la peur. C'est que celui qui nous inspire nous a ôté la peur. Celui qui nous inspire, le Seigneur Jésus-Christ, nous a ôté la peur. Nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens militants, nous sommes des chrétiens fervents, et à l'image du Seigneur, nous n'avons pas peur. Et nous n'avons pas peur et nous mettons l'amour du prochain au-dessus de tout. Donc ça nous donne une force incroyable. On ne peut rien contre celui qui n'a pas peur. On ne peut rien contre celui qui n'a pas peur. Et il y a autre chose aussi que je voudrais dire, une phrase de Victor Hugo. C'est vrai que tu parlais du passé tout à l'heure, et peut-être que avant, ce n'était pas encore le moment. Mais il y a une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a rien de plus puissant, il n'y a pas de plus grande puissance qu'une idée dont l'heure est venue. » Je pense que l'heure est venue. En tout cas, j'y crois. Je ne me revendique moi-même d'aucune religion en particulier, si ce n'est de tout à la fois, mais je suis souvent, et tu me le fais remarquer, je suis très souvent en train de parler des anges qui m'inspirent et qui m'offrent les textes et les vidéos que je produis ici et là. Tout simplement parce que je crois que nous sommes dans une période qui est un véritable changement de niveau, entre guillemets, parce que
ce mot-là est particulier, mais nous sommes dans un changement de niveau apocalyptique et plus exactement dans un changement de niveau vibratoire de conscience. Nous sommes véritablement dans un changement de paradigme et ça, c'est une magnifique magie. Et merci Jésus-Christ, mais aussi merci, je crois qu'Allah doit avoir une centaine de noms. Alors, je ne vais pas tous les réciter parce que je ne les connais pas par cœur, mais j'aime beaucoup cette idée de la centaine de noms d'Allah. Merci le bouddhisme, merci toutes les spiritualités de la planète et les plus anciennes et les plus traditionnelles. Je pense au chamanisme amérindien ou au chamanisme africain. Merci à toutes ces spiritualités. Je n'aime pas trop le mot de religion qui renvoie pour moi à des systèmes d'enfermement dogmatiques, culturels, etc. Merci à toutes ces spiritualités qui accompagnent un mouvement d'élévation du niveau vibratoire de la conscience collective de l'humanité et qui nous offre aujourd'hui une perspective de connexion à ce que j'appelle l'intelligence collective, l'intelligence cosmique, l'intelligence du cœur, et je crois que c'est cette énergie-là qui doit nous porter et nous amener à trouver un bout de tunnel, enfin, à trouver la lumière au bout du tunnel dans lequel nous sommes, parce qu'effectivement, nous sommes dans de très, très sales draps, mais nous ne sommes pas sans espoir. Tout à fait. Alors, certains vont, dans notre discours, vont penser qu'on est un peu illuminé, un peu fou, mais je pense qu'il faut qu'on le revendique. Il faut qu'on le revendique. On est un peu fou, on est un peu illuminé, on est un peu inspiré par quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et je pense que les gens… Oh là là, il est perché, le garçon. Oui, nous sommes tous perchés très très haut, et c'est volontaire. Parce que plus nous pouvons être perchés très très haut, plus en même temps nous pouvons être ancrés dans le sol et dans la réalité de la matière. C'est très interactif, ça. Hein. La hauteur à laquelle on est perché et la puissance de l'ancrage dans le sol et dans le réel de tous les jours, c'est proportionnel. Et c'est pas pour rien qu'on s'oppose à ceux qui ont brûlé Notre-Dame. Et c'est pas pour rien qu'on s'oppose à ceux qui veulent enlever la croix du dôme des Invalides dans des affiches qui représentent la France. C'est quand même des gens qui ont un problème avec notre foi. Et c'est quand j'entends certains politiciens dire que la France est républicaine, elle n'est pas chrétienne, qu'on n'a plus le droit de dire joyeux Noël, mais qu'on doit dire bonne fin d'année, qu'on enlève les crèches des mairies et qu'on veut à tout prix nous laïciser, alors que le fondement de la loi sur la laïcité de 1905, c'est le contraire de ça. C'est au contraire, c'est garantir la liberté du culte et son épanouissement. Eh bien, on peut pas non plus passer à côté de notre foi dans notre combat. Elle est au centre, elle est au cœur de notre combat. C'est notre foi qui nous anime. Et nous, oui, effectivement, Dieudonné, tu as raison. Oui, qu'on nous traite d'illuminés. Il vaut mieux être dans la lumière que dans la ténèbre. Alors, j'établis le parallèle avec la candidature de Coluche, à qui les sondages donnaient 16%, je crois, à un moment. Et ces sondages, naturellement, ont fait très peur au système. On ne saura jamais si Coluche est mort d'un accident involontaire ou volontaire. Mais en tout cas, on a compris qu'il gênait la classe politique. Mais à l'époque, il bénéficiait d'une visibilité sur l'ensemble des médias du système. Vous, comment vous appréhendez les choses? Tu as l'impression que TF1, que CNews vont vous accueillir les bras ouverts, Francis Dieudonné? Non, je laisse répondre Dieudonné, là. Vous allez… Aujourd'hui, on est sur ADP, c'est déjà bien. Et puis non, mais effectivement, ces grands groupes médiatiques, je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'ils appartiennent à une propagande d'État. Ils ont des objectifs bien précis. Et je crois qu'ils ne recommenceront pas l'erreur qu'ils ont pu faire à un moment donné avec Coluche. Je pense que les artistes leur font très peur. Je sais que faire rire, c'est un pouvoir qu'ils n'ont pas. Et je pense que les faire rêver aussi, leur raconter des poésies, ils n'ont pas ça. Et je crois que ils feront tout pour ne pas parler de nous.
si ce n'est si à un moment donné, ils considèrent qu'on peut être, un levier intéressant pour atteindre telle ou telle couche de la population, jouer dans leur jeu à eux. Faut voir. Moi, encore une fois, je ne vois pas, je ne vois pas leur intérêt pour l'instant de parler de nous. Mais vous parliez des sondages. Je crois que c'est vraiment là la clé des élections, c'est-à-dire que tout commence par des sondages. Et le sondage, les instituts de sondage sont des instituts qui sont sous contrôle toujours des mêmes personnes. Et c'est eux qui vont s'amuser à nous faire croire ce que représente l'opinion publique. C'est eux les grands chefs d'orchestre. C'est d'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs, et avec Trump, d'ailleurs, il s'était bien foutu le doigt dans l'œil, mais bon, on fait de la politique en faisant des sondages dans la façon de poser les questions, mais aussi simplement sur les cibles et autres. Donc, les sondages, on leur fait dire à peu près ce qu'on a envie de leur faire dire. Ensuite, il y a les élections truquées, les votes électroniques. Est-ce qu'on peut être sûr? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le ministère de l'Intérieur? On nous aurait menti. Beaucoup de gens pensent que tout ça n'est qu'en cinéma. Mais je veux dire, nous, on se confronte à ce jeu, même s'il est truqué, parce qu'on est, et vous l'avez entendu, je pense, habité par autre chose, par quelque chose de différent. On ne joue pas au même jeu. Donc, j'espère qu'on va toucher une partie de la confiance des personnes qui vont rentrer dans cet univers et qui vont se dire, bon, on peut essayer ça, on peut rigoler avec ces gens. Alors justement, je regardais Attends, Christian. Je regardais les résultats des élections de 2017 et 2022. Alors en 2017, j'avais, avec Journalistes sans frontières, on était une vingtaine de journalistes sur le territoire français. On avait un peu couvert cette élection. Et je me souviens que le soir du premier décompte, on avait assisté quand même à un certain nombre d'anomalies. Dans une vraie démocratie, probablement, on aurait réorganisé une élection avec des observateurs internationaux, comme on le fait dans les républiques bananières, parce que nous sommes une république bananière, il faut pas en douter. Et si tu te souviens, Francis, je t'avais posé la question quand tu es venu au Mégaton, je t'ai dit, mais d'accord, voter, mais est-ce qu'on est sûr? Parce que je ne sais plus qui disait que ce qui est important, ce n'est pas ceux qui votent, c'est celui qui compte les votes. Et je crois qu'on est exactement dans cette logique-là. Oui, mais tu vois, si tu commences à partir là-dedans, tu vas complètement démotiver les gens. Moi, c'est pas du tout comme ça que je pense. Je pense que c'est malgré tout assez compliqué de frauder. Et que moins de gens votent, plus c'est facile de frauder. Et si tu veux vraiment compliquer la machine à frauder, il faut être très très nombreux à voter parce que ils peuvent pas tout escamoter. Tu comprends? Il y a bien sûr les votes électroniques, mais plus il y aura de gens qui vont aller voter, mettre un papier dans l'urne, et plus ça sera compliqué pour eux de voter. Et en plus, on va s'organiser pour surveiller les bureaux de vote, etc. Mais moi, ma logique, c'est pas une logique défaitiste. Ma logique, c'est quand il y a un problème comme ça, eh ben, il faut être encore plus nombreux. Tu vois, là, si on part en se disant, de toute façon, c'est foutu, c'est truqué, ben, on sera de moins en moins nombreux et on va les aider à frauder de mieux en mieux. Non, plus on va être nombreux à voter et plus on va foutre le bordel dans l'appareil et plus ça va être compliqué pour eux de frauder. Voilà ce qu'il faut se dire. Soyons nombreux à y aller pour les emmerder. Francis, je ne veux pas démobiliser, je veux au contraire qu'on s'organise pour ne pas subir ce problème-là. Justement, organisons-nous déjà, soyons nombreux. Plus on sera nombreux, plus on va leur foutre la merde dans leur plan, dans leur système de merde là. Mais mettre des observateurs dans les bureaux de vote, ce ne serait pas une mauvaise idée. Mettre des observateurs dans les bureaux de vote, des citoyens, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Nous, on a même imaginé un truc avec Dieudo, mais c'est un peu compliqué à monter, mais on va voir si on peut le monter. C'est-à-dire que tous les gens qui vont voter pour nous, genre ouvrir un site, tu vois, où tu votes pour Dieudo et Francis,
tu écris, ben voilà, telle heure, tel endroit, tel bureau de vote, j'ai voté pour Dieudonné et Francis avec ton adresse email. Bon, tout le monde ne le fera pas, mais déjà, s'il y a un paquet de gens qui le font, déjà, qu'ils savent en face qu'on le fait, bon, on pourra, tu vois, on aura des moyens de les fliquer, de les marquer à la culotte, tu vois, il faut être offensif. La meilleure forme de défense, c'est l'attaque. Il faut être des kleps accrochés à leur mollet. Voilà. Alors, je Qu'est-ce fais qu'on une, pense par- de l'eau? je fais une parenthèse. Le mouvement 5 étoiles a mis sur pied un programme informatique qui favorise la démocratie directe et qui permet aux gens membres du mouvement 5 étoiles de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de sujets qui sont abordés. Et cette plateforme est une plateforme informatique qui avait été proposée aux Gilets jaunes. Et nos grands intellectuels à l'époque, ceux qui étaient les figures marquantes des Gilets jaunes, ont dit non, non, on n'a pas besoin des Italiens, nous on est des Français, on fait les choses à notre manière, alors que je continue de penser que cette plateforme informatique qu'ils ont baptisée Rousseau peut être d'une grande utilité dans le cadre d'un mouvement civique comme le vôtre. Ouais, Est-ce que oui, tu parles des gens qui se prétendaient les leaders du mouvement des Gilets jaunes et qui l'ont détruit de l'intérieur parce qu'ils étaient là pour le détruire de l'intérieur. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, je pense comme toi, je pense que ces moyens-là sont des très, très bons moyens, justement, et on étudie tous ces moyens de démocratie. Attention, il ne faut pas dire démocratie directe, hein, parce que ça, c'est un pléonasme. La démocratie, elle est directe ou alors elle n'est pas. Et Ben démocratie oui, représentative, dans le monde où on vit, est un malheureusement, oxymore. Hein? dans le monde où on vit, malheureusement, c'est une précision qui s'avère nécessaire. Est-ce que vous avez eu l'idée de C'est-à-dire, prendre... il faut, comme disait Diodo, il faut parler français et il faut arrêter les oxymores et les pléonasmes. Je veux dire, surtout en politique, parce que sinon, tu fais des conseils de défense contre un virus, par exemple, pour que les gens ne puissent pas assister aux délibérations de ton conseil. Non, il faut faire attention aux éléments de langage et il faut qu'on réapprenne à parler le langage de la démocratie en utilisant les bons mots. La démocratie est un mot qui est indivisible, où on est en démocratie, où on n'est pas en démocratie. Après, il y a le système représentatif, il y a, voilà, il y a voilà. Mais démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est deux mots qui veulent dire le contraire. Bref, en tout cas, pour répondre à ta question, oui, on pense beaucoup, surtout dans le système qu'on veut organiser après, qui est un système de consultation permanente, à développer des moyens sécurisés de concertation numérique. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est l'avenir. Voilà. Maintenant, c'est sûr que voilà, tu sais ce que disait Jean Cocteau des Français. Il disait, par rapport aux Italiens, il disait les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de prendre contact avec les gens du mouvement 5 étoiles et puis de profiter de cette plateforme qu'ils sont prêts à mettre à la disposition des mouvements citoyens comme le vôtre. Tu peux faire le link? Tu peux nous brancher avec eux? Je peux essayer. Cool. Alors, les J'aimerais bien élections... connaître Beppe Grillo. Oui, J'aimerais oui, bien c'est rencontrer Beppe Grillo. un personnage hors du commun. Les élections, c'est dans 2 mois et demi, donc un peu plus de 2 mois et demi, non? C'est ça? Ouais. Alors, Diodo disait, une campagne électorale, ça coûte cher. Combien va coûter votre campagne, Francis, et comment vous allez la financer? Elle va coûter le prix des bulletins. Point barre. Nous, on ne fait pas de profession de foi, on va peut-être être obligé de mettre des affiches sur les bureaux de vote pour que les gens sachent que c'est nous, qu'on est là. Mais c'est une campagne à moindre frais. On va chercher le meilleur devis possible pour la fabrication et la livraison de 45 millions de bulletins. Et on va demander aux gens qui veulent nous soutenir de nous donner des ronds pour payer les bulletins. Genre, l'idée, c'est paye ton bulletin. Voilà, parce que nous, on n'a pas les moyens, Diodo et moi, de payer les bulletins pour tout le monde. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas non plus de milliardaires ou de BlackRock ou de McKinsey pour nous financer. Donc, nous, on bosse à l'arrache et on bossera à l'arrache jusqu'au bout et on verra bien jusqu'où ira le soutien populaire. Et si on n'y arrive pas, on mettra sur le PDF du bulletin
sur un site pour que les gens puissent le télécharger, fabriquer eux-mêmes leur propre bulletin avec les caractéristiques, le grammage du papier, tous les éléments imposés par la monarchie républicaine pour nous empêcher de nous débrouiller par nous-mêmes. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez prévu un site internet avec un système de participation qui permettrait aux citoyens de dire ben moi je vais mettre un peu d'argent sur la liste de Diodo et de Lalanne? C'est en construction, c'est pas complètement finalisé, mais ça va l'être dans les tout prochains jours. Nous commençons d'ailleurs à diffuser l'adresse du site fl-francelibre.fr et ce site va être opérationnel très rapidement maintenant. Ouais, parce qu'on a eu du mal, comme par hasard, hein, la liste de Diodo et de Francis, on a eu du mal à ouvrir un compte bancaire, tu vois. 15 ans, à chaque fois qu'on allait voir une banque, elle ne pouvait pas, la banque. Tiens, pourquoi tu ne peux pas ouvrir un compte pour une association à but non lucratif? Ah ben non, je ne peux pas. Pourquoi? Ben je ne peux pas te dire pourquoi. Ben nous, on sait pourquoi. Donc voilà, ça fait partie des coups bas, des trucs. Et ça te montre qu'ils ont peur de Diodo et de moi. Ils ont peur de nous. Parce que sinon, ils ne feraient pas tout ça pour nous empêcher de… Ils n'en auraient rien à foutre de notre liste. Ils ne nous empêcheraient pas, ils ne condamneraient pas Diodo à l'inéligibilité. J'arrive jamais à dire ce mot, bon, dis-le pour moi, l'inéligibilité. Voilà. Non, mais tu sais, je suis un ancien bègue, donc je suis toujours. Quand tu es ancien bègue, tu l'es toujours. Et il y a des mots, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'exercices de diction et que je suis très concentré quand je parle. C'est pour pas bégayer, mais bon, des fois je bégaye, comme tout le monde d'ailleurs. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on a eu du mal à ouvrir un compte bancaire, ça fait partie des coups bas et ça fait partie aussi des signes qui montrent qu'ils ont peur de ce qu'on est en train de faire. Ils ont peur de ça. Mais vous avez réussi ou pas? Ouais. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Ouais. Grâce à la Banque de France et à la Banque Postale. Voilà. C'est quand même incroyable. On a été obligé d'aller voir la Banque de France parce que c'est la loi. C'est-à-dire quand tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire, tu vas voir la Banque de France et la Banque de France, elle est obligée d'assigner une agence pour t'ouvrir un compte. C'est encore un truc dans la loi qu'on a pu rattraper pour avoir un compte bancaire. Voilà. Pour ceux qui veulent nous trouver sur Internet, je répète le nom du site, c'est FL, comme Francis Lalanne, ou France Libre, FL-France Libre, tout attaché, en un seul mot, .fr. fl-francelibre.fr. Et là, vous nous trouverez. Pardonnez-nous, le site n'est pas encore vraiment opérationnel, mais vous pouvez déjà commencer à y jeter un coup d'œil. Et sinon, vous trouverez Francis sur Twitter, vous y trouverez aussi Diodo. J'y suis aussi personnellement très actif. J'ai aussi de mon côté une chaîne YouTube sur laquelle nous publions. Je publie systématiquement un certain nombre de vidéos. Et nous avons aussi un fil Telegram. Alors celui-là, je ne l'ai pas en tête, mais vous le trouverez sur mon Twitter, sur celui de Francis. Je ne l'ai pas en tête, pardonnez-moi, mais vous pouvez suivre nos actualités sur un fil Telegram. Je vais, d'ici la fin de l'émission, vous le retrouver. Bon, alors il y a beaucoup d'autres questions que j'aurais souhaité vous poser, mais on est déjà à 1h30 d'émission. Si vous voulez, on se prend un rendez-vous pour commenter ensemble l'actualité, non seulement l'actualité nationale, mais aussi l'actualité internationale. Je pense qu'on peut difficilement occulter ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, et ce serait intéressant de connaître votre position et votre avis sur la question. J'ai vu ta capsule, mon cher Christian, sur Twitter, dans laquelle tu t'adresses à Monsieur Asselineau en termes plutôt énergiques, pour rester poli. Mais est-ce que vous avez pris contact les uns avec les autres pour savoir si vous pouviez constituer une fédération, une union Oui. Et on t'explique on t'explique qu'en dehors du gourou, rien n'est possible. Donc il faut qu'on prenne notre carte de leur parti et qu'on fasse où ils nous disent de faire. Est-ce qu'on va accepter ça d'un gourou de seconde zone alors qu'on n'accepte pas des gourous au pouvoir? Non, c'est pas ça l'union. L'union, c'est tout le monde se met autour de la table, c'est gagnant-gagnant et c'est tout le monde qui se met d'accord pour être ensemble.
voilà, et pas derrière un gourou. On n'est plus là-dedans, nous, on n'est plus dans le monde des gourous. C'est fini, ce monde-là. Ça suffit, ce monde-là. Donc voilà. Bon, après, t'as des degrés, hein. T'en as qui sont plus gourous que d'autres. T'en as avec qui tu peux discuter, mais il y en a avec qui tu peux même pas discuter. Voilà. Tu peux pas discuter avec eux. C'est eux ou rien. C'est Dieu. Ces gens-là, ils se prennent pour Dieu. Ils font un complexe démiurgique. Ils sont dans la démiurgie, dans la toute-puissance. Voilà. Bon, Et comme alors ils sont un Francis, complexe d'infériorité, ils le transforment en complexe de supériorité. Voilà. J'ai beaucoup hésité, Eric, à publier cette vidéo qu'on trouvera sur oui, ma chaîne YouTube, sur mon Twitter, parce qu'elle n'est pas très sympathique. Et comme le disent certains, nous avons d'autres ennemis à combattre plutôt que le résistant d'à côté. Sauf que je rappelle régulièrement que pendant la dernière guerre, un certain nombre de résistants se méfiaient beaucoup plus des résistants d'à côté certains jours que des Allemands eux-mêmes. Et que parfois, il y avait de vraies bonnes raisons de se Ouais. méfier des Voir ce qui est arrivé à Jean Moulin. Voir ce résistants. qui est arrivé à Jean Moulin. Voilà. alors Francis, donne à nos internautes 3 raisons de voter pour votre liste en conclusion. Alors, la première, c'est Dieudo. Oui, c'est une bonne raison. La deuxième, c'est eux. Et la troisième, c'est la liberté. Je veux dire, Dieudo, pourquoi? Je dis Dieudo parce que je ne vais pas parler de moi, mais Dieudo, je sais que c'est un homme honnête et qu'il est temps d'arrêter de voter pour des truands. Il faut voter pour des gens honnêtes. Parce que Dieudo, je pense qu'il est légitime pour terminer le boulot de Coluche et de donner la parole à tous les gens qui ne l'ont pas. Et c'est ce qu'il fait dans ses sketchs et c'est ce qu'il fera quand il sera député européen. Il sera une voix pour tous ceux qu'on ne veut pas écouter. Voilà. Et puis surtout, à un moment donné, nous, on essaie de se battre et d'ouvrir une voie pour qu'on puisse en sortir de ce merdier. Mais sans les gens, c'est pas possible. Si les gens ils veulent continuer à être dans ce merdier, on ne pourra rien faire. À un moment donné, on n'a que les gouvernements qu'on mérite. Bon, pour Dieudo et moi, si on n'est pas député européen, on continuera notre vie d'artiste. Lui, il fera ses sketchs et moi, je ferai mes concerts. Notre vie, elle dépend pas de cette élection. Mais je pense que l'avenir de la France dépend de cette élection. Et que plus il y aura des citoyens et des citoyennes présents à l'Assemblée européenne, non encartés, donc non achetables, incorruptibles, et qui ne sont pas sous la dépendance de ces mafieux, et plus notre pays aura une chance de s'en sortir. Après, la balle n'est pas dans notre camp. Nous, on a fait le pas. Ben voilà. Maintenant, la balle, elle est dans le camp des gens qui votent. Alors, c'est à eux de décider. Que la volonté du peuple soit faite. Absolument. Dieudo, Ouais. quelques mots de conclusion? Ben ouais, trois raisons de voter pour cette liste. Vous allez rigoler, ça c'est déjà la première. Vous allez les faire chier, ça c'est la deuxième. Et vous n'avez absolument rien à perdre à voter pour cette liste. Bon, ben, c'est clair. Christian, 3 raisons. La puissance de la poésie, parce que la poésie, c'est un câble qui connecte le cerveau de chacun d'entre nous à l'intelligence cosmique universelle, multimillénaire. C'est un câble d'une grande puissance, la poésie. La deuxième raison, c'est la puissance de l'humour, parce que l'on dit souvent que le rire est le propre de l'homme, même s'il y a des animaux qui savent rire, et que le rire est une puissance énergétique extraordinaire. Il existe même ici et là des thérapies par le rire, parce que c'est le rire qui dégage les bronches et qui dégage beaucoup de souffrance. Et puis la troisième raison, c'est la puissance du verbe juridique. Ça, c'est un peu plus mon job. Très modestement, même si je ne suis pas juriste, mais je me nourris beaucoup des dialogues avec les avocats. Nous en avons d'ailleurs quelques-uns dans notre liste. Ce sont des gens très précieux. La puissance du droit. Voilà les 3 raisons, la poésie, l'humour
et le droit. Bon, alors moi je l'ai dit à Francis, je soutiens votre démarche. Je pense qu'il est important que la société civile se mobilise pour reprendre possession de ce qui lui appartient. Et évidemment, je suis favorable à votre démarche et à votre candidature. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'évidemment, vous allez être l'objet de mesures d'invisibilité au niveau des médias mainstream. C'est la raison pour laquelle TVADP vous réinvitera d'ici 15 jours, 3 semaines pour une autre émission dans laquelle on pourra commenter l'actualité et être un peu plus dans le quotidien, si vous voulez bien. Ouais, avec plaisir. Et il me vient une phrase, je peux te donner le mot de la fin? Oui, Francis, vas-y. Alors, à tous ceux qui s'apprêtent à voter blanc, votez pour le noir, votez pour mon pote. Ah, je vais le payer parce qu'il déteste quand je fais des calembours. Donc moi, je dois dire que j'adore l'idée d'imaginer Dieudo à Bruxelles. Ah là là, quel pied, quel pied. Une revanche extraordinaire, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'aiment et qui le soutiennent depuis des années. Et puis, donc, rien que pour ça, il faut donner à Dieudo la possibilité d'aller foutre le bordel là-bas, parce que de toute façon, s'il vous plaît, c'est déjà tellement le bordel qu'il vaut mieux envoyer des gens honnêtes comme Dieudo et Francis Lalanne et Christian Cotten. Je vous remercie infiniment, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous. Dommage parce que, évidemment, quand on est en bonne compagnie, le temps passe plus vite. On est à 1h40 d'émission. J'avais prévu 1h, 1h15. On a une petite demi-heure de dépassement. Et comme on est un média libre, on s'en fout. On ne sera pas tapé sur les doigts. On se donne rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines, parce que je sais que vous avez des agendas extrêmement chargés. Francis et Dieudo, vous êtes en permanence sur la route. Donc, Christian sera notre agent de liaison, si j'ose dire. Si vous en êtes d'accord, on se revoit dans 15 jours, 3 semaines pour refaire un point sur la situation. Et je vous souhaite naturellement du succès, un peu de chance parce qu'il en faut, et puis beaucoup d'espoir parce qu'on a besoin d'espoir. Les anges sont avec nous. Merci Francis. Merci Eric. Merci Dieudo. Merci Christian. Merci amis internautes. À bientôt. Long time ago. God save the king. Yüksek sesle konuş!